Bonjour et bienvenue dans l'épisode 26 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de plans, de bêta-lecture, d'humour, de maison d'édition, de récits de voyage, de lignes éditoriales, de longueur, d'intimité, de forme et de bien d'autres choses. J'en profite pour m'excuser pour les petites interférences sonores ou les fautes de langage. Oui, c'est un peu le revers de la médaille de l'enregistrement spontané. Et aussi pour certaines répétitions qui se glissent parfois d'un épisode à l'autre. Si je les laisse, c'est qu'il me semble que c'est une façon d'apporter de nouvelles précisions ou d'éclaircir certains propos que je trouvais plutôt obscurs. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Le vendredi 28 mai 2021. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, c'est ma matinée d'écriture, donc j'ai commencé par 2 heures d'écriture, enfin plutôt de relecture, puisque j'essaie de replonger dans mon texte sur l'essai comique. J'en suis à la page 29. Et en fait, si le début est assez drôle, après, c'est plus tellement drôle. Le ton reste léger, mais ce que je fais passer glace un peu, je trouve. Donc bon, je suis pas sûre d'arriver à faire rire qui que ce soit avec ces lignes. Et un autre doute que j'ai, c'est est-ce que cette histoire va intéresser qui que ce soit ? À ce stade-là, je vois pas du tout comment l'améliorer. Et je sais pas si moi je prends plaisir à la lire parce qu'il s'agit de mes souvenirs, de mon enfance, ou si ça représente un quelconque intérêt pour quelqu'un d'autre. Je pense que très vite, il va falloir que je le fasse lire par quelqu'un pour voir si ça représente un quelconque intérêt. Donc là, je relis les 74 premières pages que j'ai déjà écrites. Je continue mon premier jet jusqu'à ce que ça s'épuise. Je sais pas encore trop à quel moment je vais m'arrêter dans cette histoire. Puis je laisse reposer. Ensuite, je le reprends. Avant de le relire, je fais un espèce de plan. En fait, je pense que pendant le temps où je vais faire une pause, peut-être qu'il y a une trame qui va se dessiner en filigrane. Et quand je le reprendrai, avant de me replonger dans la lecture, il faut que je fasse un espèce de plan sur lequel me reposer. Pour l'instant, ça fonctionne assez bien, comment les choses s'enchaînent, tout ça. C'est juste que ça prend beaucoup de temps, je parle de beaucoup d'histoires, je parle de beaucoup d'anecdotes et peut-être toutes ne sont pas utiles et toutes ne servent peut-être pas mon propos. Reste à savoir quel est vraiment mon propos. Je pense que je le sais assez, bon, j'ai pas trop envie d'en parler ici, mais je pense que je sais assez de quoi je veux parler. Et une fois que j'aurai dessiné un plan et que j'aurai remis les éléments en ordre, je le relirai, je prendrai des notes pour voir un petit peu quelles sont les choses que je peux améliorer. S'il n'y a aucun gros défaut qui me saute au visage, je l'enverrai directement en bêta-lecture. Je sais déjà à qui je pense le proposer, en espérant que la personne soit disponible et intéressée pour le lire. Mais voilà, je pense que pour cette première lecture, il faut que ça soit quand même quelqu'un de qui je me sente très proche et qui ait un regard bienveillant. Je pense qu'elle sera à même de me dire, écoute, ce livre, je vois pas trop l'intérêt, ou ça m'a pas trop intéressé, ou au contraire, il y a quelque chose. Mais par contre, l'idée d'en faire quelque chose de drôle, c'était un peu la base, et là, j'arrive pas à être drôle. Je suis peut-être pas drôle, en fait. Je maîtrise peut-être pas bien l'humour. Faut que je me renseigne un petit peu sur les techniques d'humour qui existent. Je vais m'intéresser aux humoristes. D'ailleurs, dernièrement, j'écoute pas mal le podcast Des gens qui doutent de Fanny Ruet, si je ne me trompe pas. Et ça m'intéresse beaucoup de comprendre un petit peu les artistes de l'humour. C'est encore une autre technique que je ne connais pas du tout. Et apparemment, tous les humoristes, en tous les cas dans ce podcast, semblent dire qu'il existe des techniques d'humour, qu'il y ait des ficelles qui fonctionnent à tous les coups. Ça serait peut-être bien que je me renseigne là-dessus pour essayer d'explorer ce terrain que finalement je connais mal. En tous les cas en écriture. J'ai jamais écrit quelque chose de drôle. Autant dans la vie j'ai pu un peu le pratiquer, mais dans l'écriture, jamais. Et j'aime lire un texte drôle, c'est quand même hyper jubilatoire. Alors en écrire un, ça doit être 10 fois mieux. Le dernier livre qui m'a vraiment fait rire aux éclats, c'était La vie en confetti d'Hélène Verger. Et là où je l'ai trouvée très forte, c'est que sous couvert d'humour, elle arrive à nous raconter une histoire qui a des aspects assez terribles.
Et ça, c'est génial. Ce contraste qui existe entre l'humour et le propos et le message. Moi, je trouve que ça donne toute l'ampleur à son texte. Et c'est ce vers quoi je tends avec ce texte. Même si le propos va peut-être être moins grave. Enfin bon, est-ce qu'on peut vraiment faire à une échelle dans la gravité ? C'est un peu délicat d'échelonner la gravité des choses. Dans la deuxième partie de ma séance, j'étais partie pour envoyer mon texte dans une nouvelle maison d'édition, et donc je pensais l'envoyer aux éditions de l'Iconoclaste. Comme le roman qui m'a fait découvrir cette maison d'édition est La vraie vie d'Adeline Dieudonné, j'ai recherché l'éditrice qui l'avait accompagnée. Je l'ai donc trouvée, sauf qu'elle a changé de maison d'édition début janvier 2021, donc elle n'est plus chez l'Iconoclaste. Donc, comme il me semble que c'est plus une rencontre humaine qu'une rencontre avec une maison qui prime dans la publication, en tous les cas d'un premier roman, souvent d'ailleurs, les auteurs suivent leur éditeur quand ils changent de maison d'édition. Il me semble que c'est ce qui s'est passé pour Delphine de Vigan, je suis pas tout à fait sûre, donc il faudrait vérifier ça. Mais ça arrive souvent que si un éditeur part de la maison, les auteurs qu'il publie le suivent. Donc, je me suis renseignée sur cette éditrice. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas si on aurait des affinités communes. Surtout, sa façon de procéder correspond peut-être pas à la manière que j'attendais, dans le sens que elle a plutôt une idée de livre en tête et elle va chercher des auteurs qui seraient à même de l'écrire en fonction de l'idée qu'elle fait, en gros. Bon, peut-être qu'elle peut pas toujours fonctionner comme ça. Aujourd'hui, elle est partie chez les éditions Phébus, donc je me suis un petit peu renseignée sur leur ligne éditoriale. Mais c'est une maison d'édition dont je n'ai jamais lu un seul roman. Du moins, pas depuis que je m'intéresse de près aux maisons d'édition. Donc ça m'embête un peu d'envoyer mon manuscrit dans une maison dont je n'ai jamais rien lu. C'est normal, quoi. Même si leur ligne éditoriale a l'air de me correspondre, ils font la part belle aux récits de voyage et aux témoignages. Dans ma lettre d'accompagnement, qui est un peu une semi-lettre d'intention, en gros, j'explique que mon roman se situe à la lisière du récit de voyage et du roman d'amour, mais que ça reste une fiction avant tout. Je peux pas m'inscrire dans une maison qui ne publie que du récit de voyage, puisque moi, c'est quand même... il se situe plutôt dans la littérature générale, ce qu'on appelle la littérature blanche. Donc oui, les éditions Phébus pourraient accepter mon texte. Enfin, je pourrais plutôt rentrer dans leur ligne éditoriale. Mais bon, ça m'embête d'envoyer mon texte, comme je viens de vous le dire, à une maison d'édition dont je n'ai jamais lu le moindre ouvrage. Donc je suis retournée voir à l'Iconoclaste, voir déjà si j'avais d'autres livres que j'avais lus. J'ai relu un peu leur ligne éditoriale. Moi, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils ont l'air d'être vraiment des accompagnants avec leurs auteurs. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît et que je recherche très précisément, que je trouverais peut-être pas dans une grosse maison d'édition. Alors que dans une maison d'édition plus à taille humaine, c'est plus probable. Et donc j'ai regardé et ils demandent qu'on leur envoie les manuscrits par mail. Il y a une adresse générique. Et ensuite, quand on va dans Contact, on tombe sur tous les mails d'à peu près tous les membres de la maison d'édition. Et alors là, je me demande, est-ce que ça ne vaut pas plus le coup d'envoyer directement mon manuscrit aux deux éditeurs ? Ou à un des deux, s'il y en a un des deux qui m'inspire plus que l'autre. Donc je me suis renseignée sur les deux éditeurs. Sauf que l'un comme l'autre pourrait m'inspirer. Je me sens pas plus d'infinité avec l'un qu'avec l'autre, mais pas non plus en totale disharmonie, désaccord, donc ça pourrait quand même convenir. Un vient de créer une collection que je ne connais pas du tout, qui est l'Iconopop. Je ne sais pas de quoi il s'agit, et je me rends compte que c'est un petit peu juste pour envoyer mon texte chez eux, puisque je n'ai lu qu'un seul livre. Alors certes, j'ai toujours dans ma bibliothèque Livre Maria de Julia Kerninon, que je n'ai encore pas eu le temps de lire, et le seul livre que j'ai lu chez eux, c'est Adeline Dieudonné. Ça me semble quand même très, restreint comme panel pour pouvoir envoyer mon texte chez eux. Donc après, je suis allée voir un petit peu les autres maisons d'édition auxquelles je pourrais l'envoyer. Je suis allée voir, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé aux éditions POL. Et alors, là, on est noyé. Il n'y a absolument rien sur leur site qui indique leur ligne éditoriale. Aucune trace d'éditeur. Bon, après, je suis pas allée fouiller non plus parce que moi, je cherchais déjà avant tout à connaître leur ligne éditoriale. Et puis, je trouve que la manière dont ils s'adressent aux jeunes auteurs pour l'envoi des manuscrits est assez froide. Donc, ça me donne pas du tout envie d'envoyer mon texte chez eux. Bon, sans doute que je suis pas en mesure de faire la difficile, hein. Mais voilà, c'est une des maisons que je lis quand même pas mal.
Après, je suis retournée voir sur les éditions Piquet et quand même, ils reprécisent dans la section manuscrit qu'ils donnent quand même la place principalement à la littérature d'Asie. Et donc, le but de cette maison, avant tout, c'est de faire découvrir la littérature d'Asie. J'en reviens donc à ces problématiques autour de l'envoi de mon manuscrit et je pense que je me prends 10 fois trop la tête. Encore une fois, je mets la barre trop haut. Je suis beaucoup trop exigeante et perfectionniste. En fait, mon but avec cet envoi, c'est, bon, évidemment, c'est de recevoir une réponse positive. Mais j'ai l'impression que si j'adresse mon texte à une personne en particulier sur laquelle je me suis renseignée, en sachant exactement quel genre de livre publie la maison d'édition, en les connaissant, en ayant lu quand même quelques-uns, l'éditeur qui reçoit mon courrier ou mon mail va être déjà dans des bonnes dispositions par rapport à mon manuscrit et aura peut-être plus ou moins envie de le lire que quelqu'un qui reçoit une lettre lambda qui pourrait être adressée à tout à chacun. Et en plus de ça, ça peut permettre peut-être d'obtenir en cas de refus des refus qui sont justifiés avec des arguments qui pourraient me permettre d'avancer sur mon texte pour quand je chercherai à le retravailler derrière. C'est aussi ça que j'attends avec cette démarche-là où je me prends la tête. Mais bon, c'est vrai que je viens d'avoir ma mère au téléphone et c'est exactement ce qu'elle me dit. Elle me dit « mais tu te prends 10 fois trop la tête, envoie ». Et je pense qu'elle a pas tort, il faut que je me détende un peu là-dessus. Parce que s'il faut que j'attende d'avoir lu 2 ou 3 romans dans chaque maison d'édition avant d'envoyer un texte et puis au moins d'avoir eu un coup de cœur à chaque fois, je suis pas prête de l'envoyer en fait. Pourtant, ça fait longtemps que je me renseigne sur la question des maisons d'édition, mais en fait, je lis toujours un peu les mêmes éditions. Je lis beaucoup Gallimard, mais je pense que c'est eux qui ont la plus grosse production de livres en France. Donc voilà, ça se trouve comme ça, un peu par hasard. Et puis, je lis beaucoup de grosses maisons, quoi, comme POL, comme Flammarion, comme J.C. Lattès, tout ça. J'ai arrêté de me prendre la tête et je viens de l'envoyer à une nouvelle maison d'édition. Il est parti aux éditions de l'Iconoclaste. J'aime assez le concept de cette maison d'édition, tant par le côté iconoclaste qu'elle revendique, que par le fait qu'elle a l'air de très bien entourer ses auteurs. Et je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Au début, quand j'ai commencé à arriver à une publication, comme tout le monde, puisque c'est ceux que je lis le plus souvent, parce que c'est ceux qui produisent le plus, comme je le disais tout à l'heure, je pensais aux éditions Gallimard. Alors non seulement ils ont demandé de réfréner nos élans pour envoyer nos textes là-bas, mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un vrai accompagnement qui est fait auprès des auteurs, et c'est pas ce dont j'ai envie. Clairement, s'il est publié en maison d'édition, le travail éditorial qui va pouvoir être fait m'intéresse avant tout. Si c'est pour l'envoyer, pour qu'il soit publié dans une grande maison d'édition sans aucun travail derrière, ou si peu, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Alors là, pour le coup, chez l'Iconoclaste, je ne l'ai pas adressé à une personne en particulier parce qu'il y a la directrice, qui est apparemment la décisionnaire finale, et 2 éditeurs, un homme et une femme, qui ont l'air tous les deux très sympathiques, d'après ce que j'ai pu obtenir comme information sur eux. Mais du coup, je ne savais pas à qui l'adresser en particulier, parce que je ne vais pas privilégier l'un ou l'autre. Je pense qu'ils sont tous les 3 d'une importance capitale dans la maison. Ça me semblait un peu délicat de m'adresser à l'un plus qu'à l'autre. Donc j'ai simplement écrit « chère éditrice, cher éditeur » au singulier. Bon, je sais pas si c'est une bonne entrée en matière, mais bon, là-dessus, j'ai pas trop d'infos. Donc je fais comme je sens les choses et ça évolue jour après jour. Alors eux, ils demandaient quand même d'envoyer un texte qui présente notre projet. Moi, j'estime que dans le mail d'accompagnement, je présente mon projet. Donc la lettre d'attention ne serait qu'une redite par rapport à mon projet. Ils demandaient aussi une petite notice biographique. Donc ça, par contre, je l'avais déjà toute prête, donc j'ai pu leur fournir. Et maintenant, on verra bien. Le samedi 29 mai 2021. J'ai continué à écrire sur l'essai comique. Je me suis arrêtée à la page 53. J'avais repris à la page 29 ce matin. J'étais à fond, j'aurais bien continué encore un peu si mon mari ne m'avait pas dit qu'il était temps d'arrêter parce que voilà, c'est le week-end et qu'on va un peu profiter de notre temps ensemble, voilà. Et je trouve qu'il y a plein de bonnes choses en fait. Franchement, pour l'instant, ça marche bien. Ça fonctionne bien, mais bon, c'est vrai que sur ce modèle-là, je risque quand même de faire une histoire très longue.
C'est un petit peu ce qui m'inquiète, mais bon. Je vais continuer, puis on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai vraiment envie de continuer dans ce sens-là. Pour l'instant, ça me plaît. Et si jamais je vois que c'est trop long, je découperai en plusieurs parties, c'est tout. Et je me concentrerai sur une partie, puis sur une seconde. Il y aura sans doute plusieurs mouvements dans mon texte, et voilà. Donc je suis assez contente de moi, et mon texte au total fait 75 pages. Donc j'ai hâte d'arriver au moment où je me suis arrêtée pour pouvoir reprendre l'écriture et plus être dans la relecture et le début. Enfin, c'est vraiment une réécriture très sommaire, hein, mais bon, ouais, j'ai supprimé des passages déjà un peu... puisque hier, il faisait 77 pages et là, je suis retombée à 75. J'ai supprimé 2 pages. Enfin voilà, ça me rassure d'avoir quelque chose qui a l'air de tenir la route pour l'instant, alors qu'il ne s'agit que d'un premier jet. Alors c'est sûr qu'il y a des passages qui sont pas tip-top au niveau de l'écriture, mais le sens général des choses me plaît assez. Ça va dans la bonne direction. Je sens que c'est cette histoire que j'ai envie de raconter, qui me prend aux tripes, à tel point que je me rends compte comme il y a des passages qui me mettent mal à l'aise. Le lundi 31 mai 2021. J'ai continué à travailler sur l'essai comique. J'ai toujours pas fini la relecture et le début de réécriture des premières pages de mon texte. À présent, il fait 78 pages et j'en suis à la page 69. C'est sur cette page que je vais reprendre demain, donc j'espère que demain, je vais enfin atteindre le moment où je pourrai continuer l'écriture à proprement parler. Bon, c'est un peu court parce que j'ai juste 1 heure le matin pour m'y consacrer. Ensuite, je continue à préparer les dossiers pour l'Inde de Suraj pour l'envoyer en maison d'édition. Je vais commencer à préparer des documents peut-être pour un envoi par voie postale dans les grosses maisons d'édition. Mais je ne vais pas l'envoyer pour le moment à Gallimard parce qu'en effet, je suis allée sur leur site et ils demandent toujours à ce qu'on n'envoie pas les manuscrits. Et du coup, ils ne précisent plus à qui adresser son texte si jamais on voudrait quand même l'envoyer sur leur site. Donc bon, ça sert à rien que je l'envoie chez eux. Je pense que je laisse tomber. On verra ça dans un second temps, si jamais je n'ai que des refus de toutes parts. Je suis toujours à fond dans mon texte qui me perturbe pas mal. Je sens que j'ai des choses à dire avec ce texte, mais je ne sais pas jusqu'à quel point je vais pouvoir les dire, parce que c'est quand même très personnel. Et là, je viens de lire par exemple Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, et je me questionne sur... j'ai du mal à dire un roman, parce que pour le coup, c'est pas vraiment un roman, mais... je me questionne beaucoup sur ce récit, la manière dont elle se livre. Alors ça reste toujours subtil et délicat, mais elle dit beaucoup de choses sur elle. Oh, je sais pas si je serais capable de me dévoiler autant au grand public dans la publication d'un livre d'une telle intimité. Et là, j'ai l'impression que ce texte se rapproche de l'intimité à laquelle on peut toucher dans Rien ne s'oppose à la nuit. Et c'est là où je me questionne beaucoup sur une potentielle publication, parce que si c'est trop proche de moi, j'oserais pas l'amener au grand jour. Le mercredi 2 juin 2021. Tandis que je continue à préparer l'Inde de Suraj pour l'envoi en maison d'édition, je continue à écrire le premier jet de l'essai comique. Et là, je suis en train de me poser la question, est-ce que ça vaut le coup de... est-ce que je ne le divise pas en fait en plusieurs romans qui pourraient être unitaires et en même temps faire partie d'une série? Et dans ce cas-là, j'hésite à continuer l'écriture parce que je pense que j'ai déjà la trame pour un premier livre. Donc voilà, c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que je continue l'écriture ou est-ce que je m'arrête déjà au premier livre et j'essaie de le retravailler avec un petit peu plus de détails, tout ça. Là, je suis enfin arrivée à la fin de la relecture de tout ce que j'avais déjà écrit. J'ai 80 pages à peu près. Et j'avoue que je prends un petit peu moins de plaisir à écrire la suite. Alors, est-ce que c'est le passage sur lequel je me suis arrêtée qui m'inspire pas trop parce que il est assez flou dans ma tête, il est plutôt très très mal reporté, j'arrive pas du tout à faire rejaillir ce que j'ai envie de faire rejaillir. Il y a des choses dont je suis pas sûre d'avoir envie de parler. Mais du coup, je les retranscris quand même. Du coup, ça m'ennuie un peu de le faire. Enfin, tout ça, quoi. Et puis, j'avais trouvé un prénom à mon personnage principal. Je ne suis pas sûre que ça lui corresponde vraiment.
Est-ce que c'est le personnage qui est le plus adapté pour ce roman? Je me pose la question. Il y a aussi l'idée d'en faire une bande dessinée qui me trotte toujours en tête, parce que ce serait un récit qui serait assez adapté à la bande dessinée. L'idée aussi de l'écrire sous forme de journal me titille toujours, et par rapport à tout ça, j'ai pas vraiment pris de décision. Pour ce qui est de l'Inde de Sourate, je continue donc à me renseigner sur les maisons d'édition dont je pourrais correspondre à la ligne éditoriale. J'ai un petit peu du mal à me repérer, parce que déjà elles sont très nombreuses. Puis je me rends compte que je les connais pas assez bien, alors que ça fait déjà 3 ans que j'y fais attention. Mais comme je ne lis pas que de la littérature contemporaine, c'est compliqué de me repérer dans ce magma. À chaque fois, je me dis, tiens, je pourrais envoyer là-bas. En fait, ils sont très flous quant à leur ligne éditoriale. J'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils savent pas trop ce qu'ils publient. Leur ligne directrice, c'est le genre qu'ils vont publier, mais ça s'arrête là. Ça marche, j'ai l'impression que ça marche plutôt au coup de cœur. Donc c'est compliqué de se faire une idée très précise sur la ligne éditoriale d'une maison. Moi, je m'attendais un peu à trouver une ligne éditoriale comme on peut avoir dans différents journaux, qui sont plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt social, plutôt business, plutôt voilà, avec quelque chose d'aussi clair. Mais en fait, les maisons d'édition ne fonctionnent pas de cette manière. C'est peut-être un petit peu naïf pour moi d'avoir pensé que ça pouvait être le cas. Peut-être que c'est mon côté journaliste qui m'a induit en erreur. Et là, je me retrouve face à un immense flou et je ne sais pas dans quelle direction on va aller. Rien ne m'inspire. Je connais surtout les grandes maisons d'édition et c'est là où j'ai le moins de chances d'être publiée. Alors, j'ose pas envoyer mon texte parce que je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose ? Parce que l'imprimer, l'envoyer par courrier, ça demande du temps, c'est un certain budget et je sais pas si ça vaut le coup. Surtout que la plupart, ils ne répondent même pas. J'ai l'impression de nager dans le flou total, sans ligne de fuite à l'horizon. Je sais pas trop où porter mon regard. Là, je m'apprête à imprimer mon texte pour l'envoyer pour la première fois par courrier aux éditions J.C. Lattès. Parce que y a des romans que j'ai beaucoup aimés chez eux, dont j'adore la sensibilité, l'émotion qu'ils transmettent. D'abord Delphine de Vigan, mais il faut savoir qu'elle a changé de maison d'édition depuis, puisqu'elle a suivi son éditrice qui est partie aux éditions Gallimard. Donc voilà, un peu compliqué dans ces cas-là de se repérer. Ensuite, il y a un livre que j'avais adoré de Grégoire Delacour, Danser au bord de l'abîme. Mais bon, mon livre ne ressemble ni à l'un ni à l'autre. Ce sont juste des affinités que j'ai eues avec ces romans, sans être sûre d'avoir des affinités avec la maison elle-même. Mais bon, je suis un peu perdue. Et puis je me dis, il faut que j'arrête de mettre des bâtons dans les roues. Il faut que j'envoie. Le but, c'est d'envoyer. Je pensais pas que ça serait si dur, l'envoi. Mais c'est vraiment la partie ingrate de la chose. On a passé des mois, parfois des années à écrire un texte. Là, on le soumet à des illustres inconnus en essayant de s'adapter à une ligne éditoriale complètement floue, sans savoir à qui on l'adresse spécialement, en espérant qu'il y ait un coup de foudre quelque part. J'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir une rencontre qui se fasse de la sorte. Ça me désespère un peu. En étudiant un petit peu plus précisément le paysage éditorial français, ça m'inspire pas du tout. Imaginons je sois prise quelque part, mais ils me disent on publie tel quel votre texte. Bon, je pense que je serais tellement contente que je ne veux pas me poser plus de questions. Enfin, si, je me poserais des questions, mais à mon avis, je laisserai faire, même si mon texte n'est pas à son maximum. Ou alors, je laisserai faire, mais je dirais, je veux encore retravailler mon texte. En fait, c'est compliqué de savoir aussi les maisons d'édition qui vont être des guides, des accompagnants, et les maisons d'édition qui vont juste faire un travail de publication avec tout ce que ça comporte. Et j'ai l'impression vraiment qu'il y a des maisons d'édition qui ne perdent pas forcément trop de temps au travail éditorial. En fait, j'ai aussi envie de trouver une maison d'édition qui va vraiment soutenir mon texte. Bon, j'ai un peu dépassé de ma séance de ce matin d'écriture pour continuer à faire des recherches autour des maisons d'édition. Et là, je suis en train de regarder un petit peu ce qui se fait dans ma région pour voir s'il n'y a pas des éditeurs qui pourraient être intéressants. Et je suis tombée sur un éditeur, les éditions de la Mer Salée. Donc je suis un peu en train de m'y intéresser de plus près. Je ne sais pas s'il ne publie que des textes de mer ou pas.
Et là, j'écoute le podcast d'un de leurs auteurs à qui l'éditrice a posé des questions. Et sa première question, c'était « Pourquoi écris-tu » ? Et alors, si on me posait cette question, qu'est-ce que je répondrais, moi ? Déjà que j'ai toujours écrit. J'écris pour raconter des histoires. C'est un peu bateau comme réponse, mais c'est vraiment comme ça que c'est né. J'ai commencé à écrire parce que j'avais envie de raconter des histoires. Donc le tout premier souvenir que j'ai d'écriture, c'est ce roman que j'avais écrit quand j'avais 10 et 11 ans. Un long voyage pour Vanessa, là, de cette petite bosniaque qui vivait à Sarajevo pendant la guerre en ex-Yougoslavie. J'en ai souvent parlé. Donc ça, c'est mon tout premier souvenir d'écriture. Et depuis, j'ai écrit plein d'autres textes qui n'ont toujours été que des fictions. Non, c'est pas vrai, ils n'ont pas toujours été que des fictions. J'ai écrit aussi beaucoup de poésie. J'ai fait beaucoup de journaling, puisque jusqu'à présent, je tiens un journal que j'ai commencé en 95, donc ça date un petit peu. J'ai écrit de très rares pièces de théâtre, pas mal de scénarios aussi. Ouais, franchement, je saurais pas quoi répondre d'autre que j'écris pour raconter des histoires. Et l'écriture, pour moi, est un besoin. Je dis pas que je pourrais pas passer une journée sans écrire, c'est pas vrai. Ça m'est déjà arrivé de passer plusieurs journées sans écrire, voire même des fois des semaines. Des mois, je ne suis pas sûre. Parce que même quand j'écris pas de roman, je fais toujours plus ou moins mon journal. J'ai toujours des papiers qui traînent, qui volent. Quand j'ai une idée qui me traverse, je vais prendre des notes. Je suis toujours plus ou moins quand même... l'écriture fait partie de ma vie. Pourquoi j'en ai besoin ? Mais parce que... En fait, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qui donne du sens à ma vie. Si j'arrêtais d'écrire, ma vie n'aurait plus de sens. Donc c'est un peu comme une bouée de secours qui me permet de garder la tête hors de l'eau. Le jeudi 3 juin 2021. En ce moment, je suis en train de me demander si c'est la bonne histoire que je suis en train d'écrire. Non pas que je ne veux plus écrire l'essai comique, mais j'ai une autre histoire qui me titille. En fait, ça arrive souvent quand on se lance dans un projet, qu'il y ait plein d'autres idées qui débarquent et qui mettent en doute celle sur laquelle on est en train de travailler. Surtout que c'est le démarrage, donc on n'est pas encore très sûr de soi, on ne sait pas trop encore dans quelle direction on va. Et donc il y a ces autres idées-là qui parasitent un petit peu ce démarrage. Cette autre idée que j'ai, c'est une idée que j'ai depuis plus de 15 ans, dont j'ai commencé à écrire certains passages, dont j'ai commencé même à écrire le scénario, puisqu'à la base c'était pour un projet de film. Et en fait, j'ai toute l'histoire en tête. Enfin, j'ai la trame, disons. J'ai des idées de scène, j'ai déjà une idée de la fin. Et j'ai l'impression que ça serait beaucoup plus simple de l'écrire. Et en plus de ça, ce qui changerait par rapport à l'Inde de Souraj et par rapport à l'essai comique, c'est qu'il n'y aurait aucun élément autobiographique. Alors si, il y a forcément des éléments autobiographiques. Je sais que par exemple, j'ai envie de parler de salsa dans ce livre. Et moi, à une époque, j'étais une grande fan de salsa. J'allais beaucoup danser... la salsa dans les lieux parisiens dédiés. J'ai fait énormément de cours, de stages. J'étais vraiment passionnée par cette danse, par les musiques latines. Donc là, clairement, ça s'inspirerait de ma passion. Mais mis à part ça, les personnages sont de pure fiction et l'histoire également. Et en fait, j'ai l'impression que ça serait peut-être plus simple de l'écrire que l'essai comique. Parce que l'essai comique, non seulement ça peut devenir une série, donc voilà, je suis pas sortie de l'auberge. Et en plus, il y a beaucoup d'inspiration d'ordre autobiographique et j'aimerais un petit peu m'éloigner de ma vie pour écrire. Alors voilà, j'hésite entre les deux. En plus, pour l'histoire des deux sœurs, non seulement j'ai la trame générale de l'histoire, j'ai l'idée de la fin, mais j'ai également le point de vue avec lequel j'ai envie de raconter cette histoire. Et puis il y a plein de thèmes que j'ai envie d'aborder dans cette histoire. En fait, c'est hallucinant parce que c'est très clair dans ma tête, cette histoire. Bon, si ça se trouve, ça sera plus du tout clair une fois que j'aurai mis sur le papier. Mais du coup, c'est ce qui me fait hésiter. Et puis en ce moment, j'y pense pas mal. J'en parle parce que je me suis réveillée avec une idée. J'ai trouvé un nouveau métier à la grande sœur. Jusqu'à présent, elle était hôtesse de l'air. Et... je suis pas sûre que ça lui corresponde, en fait, hôtesse de l'air. J'aimerais plutôt que ce soit quelqu'un qui a fait de longues études, mais j'aimerais qu'elle ait un travail qui l'oblige à voyager souvent. Alors j'ai pensé à géographe,
Je connais quelqu'un qui fait ça. Il faudrait que je lui demande plus précisément quel est son travail, comment ça se passe, est-ce qu'elle est vraiment absente aussi souvent que je l'imagine ou pas, ce genre de choses. Je peux peut-être commencer à faire des recherches sur cet autre roman tout en continuant à travailler sur l'essai comique. Et puis le jour où je suis un petit peu bloquée pour l'essai comique, je pars sur cette histoire. C'est compliqué de s'accrocher à une idée en particulier et de devoir s'y tenir, on sait, pour plusieurs mois, voire quelques années. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. En attendant, vous pouvez toujours aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, Aurélia se raconte. Il n'y aura pas de vidéo conseil d'écriture ce samedi, comme souvent les premiers samedis du mois, car je n'ai absolument pas eu le temps de m'en occuper. C'est un petit peu compliqué de gérer ma chaîne YouTube en parallèle avec tout ce que je fais par ailleurs, mais il n'empêche qu'il y a toujours plein de contenus disponibles. Merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez envie d'échanger avec moi, je serai ravie de vous retrouver sur Instagram @AuréliaHorner. À bientôt!